Bonjour et bienvenue dans la conversation numéro 28, conversation de l'Odyssée. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'amitié aussi, Sophie Rosenzweig, qui est journaliste à Arte, mais elle se présentera beaucoup mieux que je puis le faire. Bonjour Sophie. Bonjour Farouk. Bienvenue et merci de nous honorer, de nous éclairer de ta présence. Alors, comme c'est le protocole de l'amitié qui prévoit le lycée, on se dit tu dans le civil et on va se dire tu devant nos chères spectatrices et spectateurs qui suivent cette conversation. Euh, D'abord, comment vas-tu? Je pense que je touche du bois, bien surmonté cette épreuve dont on commence à voir la sortie du tunnel de la crise sanitaire du Covid. Je dis le Covid parce que la langue française est suffisamment machiste par ailleurs pour qu'on n'afflige pas du genre féminin ce virus. À tous les malheurs du monde. Voilà, la femme est l'avenir de l'être humain ou de l'homme, comme dit une belle expression. À toi. Eh bien écoute, moi j'ai bien survécu à la Covid ou au Covid. Je tourne le bouton du son pour que tu parles un peu plus fort. Ah pardon, voilà. Alors j'ai bien survécu à la Covid ou au Covid comme tu veux. Au Covid, c'est une expérience inédite pour nous, journalistes déjà, parce que c'est une pandémie mondiale, ça n'arrive pas tous les jours, donc c'est vraiment un événement dans la vie d'un journaliste. Et dans ma deuxième vie, qui est la culture, essentiellement musicale, c'était aussi un événement, puisque depuis 1 an et demi, nous ne faisons plus du tout de concerts. Oui, c'est vrai. Voilà, donc on était très malheureux de ça, bien évidemment, mais bon, c'était la situation qui le voulait, et il n'y avait plus de salle de cinéma non plus, plus de théâtre, plus rien. Donc quand on vit de culture et qu'on aime la culture, on était un peu orphelin, dirons-nous, pendant 1 an. Oui. Mais bon, à tout ça, il va y avoir un renouveau, on sent que ça va repartir. Donc là, on est dans les starting blocks pour relancer les concerts, je pense qu'ici, ça va renaître aussi de mille feux, et tant mieux, parce qu'il était temps qu'on a senti vraiment un manque culturel quand même. Moi, j'ai souffert de ce manque. Alors je sais, pour t'avoir vu à plusieurs reprises, toujours dans le strict respect des mesures de sécurité sanitaire, que ça ne t'a pas empêché, cette crise, d'aller faire des reportages à droite, à gauche, au-delà de la frontière française. Pas beaucoup. Cette année, je ne suis pas beaucoup sortie. Mais un peu quand même. Un peu, mais pas énormément. Je sortais beaucoup plus avant. Malheureusement, d'ailleurs, parce qu'on ne pouvait pas sortir, quasiment pas. Là, je me prépare à aller en Iran, mais encore avec un point d'interrogation. Ça dépend de la situation sanitaire de l'Iran aussi, pour les élections. Donc voilà, mais non, cette année, on n'est pratiquement pas sorti. On a beaucoup tourné en France, parce que l'actualité, elle s'est passée malheureusement ici. Il y avait de l'actualité brûlante dans les hôpitaux français, chez les gens. Il y avait des vraies histoires humaines à raconter en cette période de Covid, parce que les gens ont été saisis quand même. Le Covid, ça a saisi les gens. La première vague, ils ont cru que c'était grave, et puis après, ils se sont dit ça va aller mieux. Et puis on est quand même à la 3e vague, c'est pas rien. Oui, et tu connais la définition qu'on faisait de l'optimisme et du pessimisme à l'époque de l'URSS stalinienne et post-stalinienne. On disait que pour le pessimiste, tout allait très mal, et que pour l'optimiste, ça pouvait être pire encore, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment sorti de l'auberge, et même si le Covid, on le surmonte, rien ne dit qu'il n'y aura pas d'autres virus, parce que la périodicité devient de plus en plus intense si on compare de ces pandémies, si on compare sur une tranche de 30 ans, sur un peu la longue durée. Je voudrais revenir tu es journaliste et reporter à Arte, si je ne me trompe pas. En quoi ça consiste ton travail? Peut-être tu peux l'expliquer. Alors mon travail, c'est de faire de l'histoire immédiate. C'est-à-dire qu'on relate ce qui se passe dans la réalité quotidienne d'une information, ici ou ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de raconter l'histoire du présent le mieux possible. Alors je ne dirais pas le plus objectivement possible, parce qu'il n'y a pas d'objectivité, le plus honnêtement possible. Voilà. Ça,
C'est la définition de mon métier, en fait. C'est d'être le plus honnête par rapport à ce qu'on voit et par rapport à ce qu'on relate. Et sans rien cacher. Et sans rien cacher, et avoir toujours le même discours. C'est-à-dire que moi, j'ai pas off et in. Ce que je vois, je le dis, et il n'y a pas ce que je raconte après. Ah, il n'y avait pas ça, on ne le dit pas à l'antenne. Nous, on dit tout. Enfin, moi, je dis tout. Donc toi, tu voyages beaucoup, en principe. Normalement, j'ai beaucoup voyagé. Maintenant, moins. Oui. Depuis le Oui, Covid. ça va reprendre. J'espère. Ouais. Alors, je dois dire que la chaîne Arte, bon, je n'ai pas fait de comparaison avec les autres chaînes de télévision, mais c'est une des chaînes que quand j'étais confiné comme tout le monde à la maison, après être quand même venu au travail, puisqu'il y a eu une permanence régulière à l'Odyssée, c'est une des chaînes que j'ai le plus regardé, suivi. Ah, c'était toi? Oui, c'était moi, voilà. Mais ça reste entre nous. Et aussi bien du point de vue de la programmation des films que pour ce qui concerne l'actualité, les documentaires aussi, c'était quelque chose de très très performant et donc c'est formidable. Tu as la chance d'appartenir aussi à une équipe. C'est une grande fierté de voir le travail qui est fait dans notre chaîne. Je dois dire, moi aussi j'ai beaucoup regardé la chaîne puisque j'étais aussi confinée et je dois dire que j'étais vraiment très fière de travailler pour cette télévision parce que les programmes ont été très bons. Il y a une vraie diversité dans les programmes, il y a une vraie écriture télévisuelle particulière et il y a des points de vue, ce qu'on trouve de moins en moins en télévision. Ce qui est très bien, et puis il n'y a pas des choses de bouillies comme Koh Lanta ou d'autres de télé-réalité. C'est parce que tu n'es pas sportif. Oui, oui. Non, je suis sportif. Enfin, je l'étais quand mon âge me le permettait, mais pas comme ça. Alors, tu as dit oui, on va recommencer, mais moi personnellement, et je l'ai déjà dit dans différentes de nos conversations, je pense que le problème n'est pas de revenir comme avant, mais moins mal qu'avant. Il faut tirer les leçons. Il n'y a jamais comme avant. On ne retourne pas dans l'histoire. Oui. C'est une illusion de retourner dans l'histoire. Voilà. Il faut juste en tirer certaines leçons. Et je pense que les gens ont eu un choc avec cette pandémie et que tout le monde a sa vie qui a changé, je crois, réellement. Il y a des priorités qui se sont faites. Il y a plein de gens, là je lisais un article ce matin, où il y a plein de gens qui changent de métier, par exemple. Les gens se révèlent à eux-mêmes parce qu'ils ont eu le temps de réfléchir, parce qu'ils ont eu d'autres priorités. Et je crois que c'est très important. Une pandémie, ça remet les compteurs à zéro pour plein de gens. Et donc on ne va pas revenir comme avant. On ne revient jamais comme avant. Ça, c'est une illusion. Et ce qui est quand même bien, moi qui ne suis pas du tout fanatique de ce que j'appelle la sauvagerie libérale, la fameuse règle des 3% au niveau de l'Union européenne, tout ça a été pulvérisé, mais alors on n'a rien de temps par un tout petit virus de 0,3 microns, quoi. Ouais. Et quand on voit, on se frotte les yeux et on se touche les oreilles pour être sûr que ce n'est pas une hallucination dont on est le témoin. Quand on voit Joe Biden qui va mettre plus de 5 000 milliards pour aider d'un point de vue social, pour relancer la machine économique, eh bien c'est quand même quelque chose qui fait qu'on est en train de tourner cette affreuse, barbare, sauvage page d'un libéralisme cynique et cupide qui a été commencé à la fin des années 70. D'ailleurs, avec la venue de Thatcher et de Reagan, et puisque tu vas aller en Iran, ça c'était les deux pendant, et la révolution dite révolution islamique en Iran. Iranienne, voilà. Alors, quelles sont les leçons que toi tu tires, au fond, des erreurs qui ont rendu possible une pandémie de cette ampleur, et des choses qui ont changé et qui devraient encore plus changer d'après toi? Alors, tirer une leçon des erreurs, je ne suis pas assez capable pour ça. Par contre, il y a des choses qui me choquent. Comme par exemple la décision des vaccins de considérer que les brevets ne sont pas universels. Hier, la France a demandé à ce que les brevets soient universels et qu'ils soient donc gratuits pour tout le monde. L'Allemagne s'est opposée à ça hier, ainsi que la Hollande, je crois. Et ça m'a révoltée. Je me suis dit, on rentre encore dans un rapport pays riche, pays pauvre. On sait très bien, et il ne faut absolument pas être dupe de ça, si tout le monde n'est pas vacciné,
la pandémie continuera. Il n'y a pas de raison de faire une différence entre les pays riches et les pays pauvres. Et ne connaît pas les frontières. Bien Parce qu'il n'y a sûr, aucune raison que le virus... c'est comme Tchernobyl, il ne Voilà, s'est pas le jamais nuage de arrêté au Rhin Tchernobyl. quand même. Voilà, Il faut oui. arrêter de nous raconter des histoires. Donc, je pensais naïvement, parce que j'arrive encore à être naïve, qu'on aurait été tous d'accord pour donner un vaccin gratuit à tout le monde. C'était une évidence. Avec ce qui s'est passé, c'était une évidence. Eh bien non, hier, malheureusement, il y a certains pays, enfin certains laboratoires qui disent non, non, pas du tout. Il n'est pas du tout question qu'on les laisse, qu'on donne nos brevets de manière gratuite. Et je me suis dit, finalement, ces gens-là n'ont pas tiré de leçon de ce qui est arrivé. Parce que si eux ne jouent pas le jeu, la pandémie va continuer. Alors ils vont s'enrichir, bien sûr, ils vont continuer à s'enrichir. Mais on voit que ce système-là ne fonctionne pas. Donc il y a un moment, ils vont aller dans le mur. Et il aurait été intéressant qu'ils comprennent aujourd'hui qu'ils allaient dans le mur. Or, ils ne le comprennent pas. Donc la pression, à mon avis, des autres pays va faire qu'ils vont être obligés de lâcher à un moment ou à un autre. Le méchant capitalisme va lâcher sur les vaccins, c'est évident. J'espère au moins que les gens vont se mobiliser. Il faut le souhaiter. J'espère que les gens vont se mobiliser en disant non, stop, ça suffit, et pourquoi on ne va pas vacciner les pays pauvres? Parce qu'il faut vacciner tout le monde, c'est une évidence. D'autant plus qu'ils ne perdent pas vraiment de l'argent, ils Bien vont sûr perdre. que non. Enfin, ils vont être touchés du point de vue des perspectives en tant que manque à gagner. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils vont être indemnisés pour donner la possibilité de produire afin de diffuser gratuitement le vaccin. Donc ça aussi, il y a quand même... C'est sur les royalties des brevets, c'est sur les royalties des brevets qu'ils perdent de l'argent. Mais ils en ont gagné tellement de l'argent. J'ai jamais connu un laboratoire qui faisait faillite quand même. Oui. Donc il faut arrêter de pleurer sur les laboratoires. Donc les gens qui changent de métier, j'espère que c'est pas pour devenir propriétaires de laboratoires. Mais néanmoins, je me suis dit, bon, là, on n'a pas encore grandi beaucoup, parce que ça aurait dû être une évidence pour tout le monde. Face à cette pandémie, la première des réactions, c'était de dire, allez, ok, bon, c'est bon, on a les brevets maintenant, on les met pour tout le monde. Maintenant, il y a quand même eu encore 2-3 pays qui ont dit non. Oui, et puis les laboratoires. Bien sûr, il y a des laboratoires derrière, bien sûr. Il y a un très beau, c'est un ancien prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, qui avait écrit un livre qui s'appelle Le triomphe de la cupidité. Et je trouve que c'est un titre formidable parce que ça dit ce que ça veut dire. Donc, est-ce que tu serais d'accord pour considérer qu'une des leçons, c'est de faire en sorte que les gens ne soient pas au service d'une course éperdue au profit, mais que la course au profit soit au service du bien individuel et commun bien sûr, des êtres humains? Bien sûr, c'est extrêmement important. Quel est ton numéro de carte du parti des extrémistes? Je n'en ai pas. Le mien, c'est 7. 6. Voilà, 6. Non, j'en ai pas, malheureusement. Oui. Non, mais et ce qui m'a moi extrêmement aussi touchée pendant cette pandémie, c'est ce retour à la culture quand même. Oui. Tous mes amis musiciens, par exemple, faisaient des. Alors, il y en a beaucoup qui étaient sur les réseaux en train de jouer leur composition, mais peu importe. Il y avait quand même une volonté de continuer à créer qui était extrêmement importante. Je ne sais pas si c'était pareil dans le cinéma. Almodovar a travaillé pendant la pandémie. Je ne sais pas si les autres ont fait la même chose. Mais en tous les cas, il y avait cette volonté de vivre et de dire l'art, c'est essentiel pour la vie. Ce que malheureusement, on n'a pas vraiment compris. On a vu comment l'art a été placé et la culture a été placée pendant cette pandémie. Mais les artistes, eux, ont continué à travailler. Moi, tous les musiciens avec lesquels je travaille, ils ont des albums prêts là. Ils sont prêts à sortir, prêts à faire des festivals, prêts à faire des concerts, prêts à exister sur scène avec le public, avec les gens, à avoir du retour, à avoir de la vibration, à avoir de l'énergie. Mais tu as raison, et d'ailleurs je te l'ai partagé avec toi, je te l'avais envoyé. Il y a eu aussi des initiatives qui sont très émouvantes, je trouve, des flash mobs, comme on dit, c'est-à-dire notamment à la gare de l'Est, c'est en avril de cette année, où soudain des musiciens ils chantent et avec en exergue la peur de mourir n'empêche pas de mourir, mais peut empêcher de vivre. Quoi. Exactement. Voilà. Et j'ai oublié le nom de ce groupe, mais qu'il me pardonne. En tout cas, c'était une belle initiative. Alors, d'autres leçons de cette crise? Eh bien, ce qui m'a frappé aussi, c'est la prise de conscience des gens de leur mortalité. Et j'ai eu l'impression qu'ils ont compris réellement qu'ils étaient vraiment mortels.
C'est marrant parce que on avait l'impression que les gens vivaient de manière immortelle avant la pandémie. Ils avaient l'illusion Oui, de pouvoir ouais. être. Mais ça, c'était aussi peut-être une des conséquences du consumérisme Absolument. sauvage, c'est-à-dire Absolument. du moment que je peux zapper, que je peux acheter, que je suis une demande solvable, j'ai droit à tout. Non, on a droit à beaucoup de choses, à la condition d'avoir des obligations en contrepartie. C'est le droit et liberté et responsabilité. Et évidemment, on ne peut pas faire un procès, sauf s'il y a des fautes évidentes à la nature, parce que dans la nature des choses et de la vie, il y a aussi le risque et l'échéance de la mort. Ça fait partie de la vie. C'est comme les gens qui avaient fait un procès, tu te souviens, parce qu'un coq chantait, Ah oui. c'est absolument, on croirait quoi. Et c'est intéressant de voir comment les gens réagissent par rapport à la mort. Nous, les journalistes qui allons sur les terrains où il y a la mort au quotidien, on a ce rapport à la mort un peu plus proche. Et je voyais la panique des gens autour de moi, alors que je disais, mais attendez, la mort fait partie de la vie. Elle est juste là, plus présente, mais c'est tout. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins quand même. Et c'est marrant, c'est une prise de conscience qui a été très évidente avec tout ce que ça a créé comme dérive, d'ailleurs, de peur, d'angoisse. De complotisme aussi, oui. avec des théories abracadabrantes. Absolument, ça vient de là. Mais ça montre la fragilité de l'être humain quand même. Et donc les gens, ses limites, entre eux. Bien sûr, et ces limites-là étaient intéressantes à regarder, à voir. J'ai découvert des gens que je ne voyais pas du tout comme de cette manière-là avant la pandémie. C'était très étonnant pour moi. Donc, si je résume l'importance que tu as constaté, l'importance qu'il y a à s'affranchir du fait d'être esclave d'une course au profit sans limite, qu'il y a une grande importance de la culture aussi, parce que c'est vital. L'homme on n'est s'est pas rendu uniquement, compte que la culture c'est essentiel. C'est vital, c'est pas essentiel, c'est vital. Voilà. Et que, par ailleurs, aussi, un peu d'humilité, parce que si on est vivant, c'est qu'on risque aussi de mourir le plus tard possible, évidemment. Il y a une chanson de Brassens, je crois, tout le monde va aller au paradis, mais personne n'est pressé d'y aller, quoi. Oui. Voilà. C'est clair. Une question encore avant de venir plus à la culture que tu as déjà avec ton expérience professionnelle à nul autre pareil. Déjà commencé sans transition, c'est ce qu'on dit dans les journaux télévisés. Oui, sans transition. Maintenant sans transition. On ne dit plus maintenant d'ailleurs. Oui, mais à l'époque on le disait, alors que c'était vraiment pour qu'il y ait une transition avec. Voilà. Les pays où tu as fait des reportages avant même la pandémie, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les situations, les espaces humains, les paysages humains que tu as pu voir à cette occasion? Alors, ce qui m'a le plus marqué, je dois dire, c'est la violence humaine. Jusqu'où la violence humaine peut aller. Je ne pouvais jamais imaginer. Bon, j'ai fait l'un des reportages, les deux reportages qui m'ont le plus marqué, je crois, c'est la famine en Somalie et la guerre du Sud-Soudan. Et jusqu'où l'humain peut aller dans sa noirceur. Il y a c'est abyssal. Et on se dit, moi je suis une enfant de rescapé, donc on se des dit, camps de la mort et d'extermination, pour être précis. Non, mon père c'était en France, c'était à Lyon. Oui, pendant la Deuxième Guerre mondiale. On se dit, c'est pas possible. On dit dans la communauté juive, on dit toujours, c'est plus jamais ça. Plus jamais ça. Cette phrase super utilisée, et malheureusement, c'est toujours ça. C'est toujours et encore, et ce sera toujours ça. C'est ça qui est terrifiant. La noirceur de l'âme humaine est incommensurable. Incommensurable. Et en même temps, dans cette noirceur-là, dans ces paysages d'une noirceur épouvantable, il y a des éclairs d'humanité. Alors ça paraît banal de le dire, mais dans la réalité,
quand on est sur le terrain, bon, moi j'étais dans le camp de Bidi Bidi qui venait de se monter, où les femmes arrivaient, enfin les femmes et les enfants arrivaient à 4000 par jour, et en 3 semaines, le camp a compté 295 000 personnes, c'est-à-dire la taille de la ville de Strasbourg, où des femmes qui arrivaient, c'était une guerre à la machette, donc les femmes arrivaient dans des états Terrible. épouvantables. Elles avaient vécu des choses épouvantables sur le chemin, en ayant perdu une partie de leurs enfants, puisque les milices comme l'armée tuaient les petits garçons. Et vous arriviez dans ce camp, et il y avait, ce qui m'avait frappé, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est 295 000 personnes avec plein d'enfants. Et j'ai dit au caméraman avec qui j'étais, je lui tourne le silence de ce camp. Il n'y avait pas un bruit, il n'y avait pas un cri. C'est-à-dire que tout le monde était hébété. Les gens arrivaient hébétés. Comme si la réalité d'être vivant n'était pas, même pas envisageable. Elles avaient tellement vécu des choses terrifiantes qu'elles ne pouvaient plus rien dire. Et les enfants étaient pareils. Ils étaient accrochés au haillon des mamans et les enfants étaient dans le même état. Il n'y avait pas un bébé qui pleurait, il n'y avait rien. Et je me suis dit, ça devait être comme ça pendant la guerre. Je me rappellerai toute ma vie l'histoire de Klarsfeld caché dans un placard, qui était tout petit garçon, où il n'avait pas pleuré. Je me disais, mais comment un enfant, moi j'ai une petite fille, et je sais que ça pleure un bébé, comment les enfants ne pleurent pas? Dans les camps, les enfants ne pleurent pas. Quand ils arrivent dans les camps, ils ne pleurent pas. Et en même temps, il y a des moments de lumière. Parce que l'humain, c'est ça, c'est la noirceur totale, et c'est des pépites d'humanité. Et on trouve ça dans les camps. On trouve ça dans les camps. En Somalie, il y avait l'une des pires famines, et j'étais sur le tarmac et passe une femme, ça tirait dans tous les sens. Et nous, on était à plat ventre, on attendait que ça se passe. Et passe une femme comme si elle passait entre les balles. Et je dis, c'est qui cette femme? On me dit, c'est le médecin de l'hôpital de Mogadiscio. Donc, je vais la rencontrer. Je vais aller voir cette femme. Elle traverse le tarmac sous les balles comme si de rien n'était. Et je vais la voir, et en fait, elle était directrice, médecin, infirmière, elle était toute seule dans l'hôpital. Elle gérait l'hôpital et il y avait 400 bébés en train de mourir. Et elle me dit, moi je suis de Rome, je suis italienne. C'est-à-dire que, comme la Somalie étant une ancienne colonie italienne, j'ai fait mes études en Italie et je suis revenue à cause du conflit. Et je lui dis, mais vous avez traversé le tarmac? Elle dit, oui, bah, si je meurs, je meurs. Mais bon, c'était pas mon heure, c'est tout. Puis les bébés, il fallait que je vienne. Et par terre, il y avait 40 bébés, 50 bébés. Et je lui dis, voilà, j'aimerais pouvoir faire un reportage. Et très froidement, elle me dit, ceux-là, ils ont 2 heures de vie, ceux-là, ils ont 4 heures de vie, ceux-là, ils ont 6 heures de vie, ceux-là, ils ont une journée, alors tournez ceux-là. Et c'était la réalité du moment. C'était la réalité du moment. Elle était médecin, elle savait exactement ce qui se passait. Et moi, je l'ai regardée, je me suis dit, comment elle peut dire ça aussi froidement? Mais en même temps, c'est normal, c'est un médecin. Elle était dans son rôle de... Et là, à ce moment-là, est arrivée une maman qui avait déposé son bébé le matin, et dans son regard, elle devait avoir 16 ans, la maman, dans son regard, on le voit qu'elle ne reconnaît pas son bébé. Elle ne le reconnaît pas par terre. Et on voit la panique de la maman dans le regard. Et elle me dit en anglais, la médecin, elle ne le reconnaît pas parce que son bébé est en train de mourir, donc elle ne va pas le reconnaître. Mais il est en train de mourir là. Et moi je me dis, c'est une horreur. Et je dis au caméraman, on ne tourne pas. On laisse ce moment à cette maman, elle a quelques minutes avec son bébé, on lui laisse ce moment-là. Et elle a pris, alors elle lui a montré qu'elle était le bébé, elle l'a pris dans les bras, et il n'y a pas eu un son, il n'y a pas eu une larme, il n'y a rien eu. La fatalité de la vie, de l'horreur de la vie. Quand on n'a aucune ressource, quand on n'a plus rien. Elle s'est assise, elle a attendu que son bébé meure, et puis elle s'est relevée, elle est repartie. Et je me suis dit, mais quelle vie a cette jeune femme? Comment va être la vie de cette jeune femme? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Comment ça se passe après? Alors nous, on voit ça avec des yeux d'occidentaux, évidemment. Et on l'a retrouvée après dans le camp, résignée,
Elle n'avait plus rien à manger depuis des jours. Elle avait déposé son bébé depuis des jours. Et on avait compris qu'elle s'attendait à rien de la vie. On se disait quand même, c'est fou parce qu'elle a 16 ans, 17 ans, c'est une toute jeune femme. Qu'est-ce qui va lui arriver, quoi? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire de cette vie? Et puis je suis retournée dans le camp. Et c'est elle qui m'a reconnue. C'est-à-dire quelques semaines après? Non, une année après. Une année après. Pour Arte, je suis retournée en Somalie. Et c'est elle qui m'a reconnue. J'ai dit, mais vous me reconnaissez? Elle me dit, bah oui, parce que des blanches, on n'en voit pas beaucoup, alors on vous reconnaît. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et elle dit, ben dans un camp, on fait rien. On fait rien dans un camp. On attend. On est vivant, mais on attend. Et du coup, cette phrase-là m'a terrifiée. Et après, je me suis intéressée au camp et aux réfugiés dans les camps. Et en fait, c'est vrai, quand vous rentrez dans un camp en Afrique, la moyenne mondiale, c'est de passer 17 ans quand même, sans qu'il s'y passe quoi que ce soit pour les gens. C'est-à-dire qu'ils attendent. Alors ils sont nourris par le PAM en général, le Programme alimentaire mondial, mais il ne se passe rien. Et donc je suis allée après à Dadaab et j'ai tourné la 3e génération d'enfants nés dans le camp de Dadaab, qui était le premier camp kényan, qui a été construit en 96 et qui était pour 90 000 personnes. Là, il y en a plus de 300 000 aujourd'hui. Et on ne se rend pas compte, mais il va y avoir l'arrivée de tous les réfugiés climatiques. On sait que ça va être absolument énorme et on va les mettre dans les camps parce qu'on ne sait pas où les mettre, il n'y a pas de place. Et il faut dire aussi que les camps pour les réfugiés, ce n'est pas les pays les plus riches d'ailleurs, il y en a des millions de réfugiés, je crois, en Afghanistan, au Pakistan, au Liban, en Turquie, en Jordanie aussi. Et c'est quand même. Et qu'il y a certains pays membres de l'Union européenne, que par charité je ne citerai pas, qui disent tout de suite que dès qu'ils ont 40 réfugiés, ils ont saturé leurs possibilités. Voilà. Et donc là, on se dit, mais ce que tu dis là, c'est très intense et je te remercie. Et au fond, ça montre que la réalité dépasse la fiction. Toujours. Alors, puisqu'on parle de fiction, venons à la sans culture. Transition. Voilà, sans transition. Venons à la culture. Et toi, tu es surtout musique, mais tu as vu aussi le cinéma maintenant. Oui. Pour paraphraser un personnage célèbre de l'histoire française et de l'histoire tout court du XXe siècle, le cinéma meurtri, le cinéma blessé, le cinéma martyrisé, mais le cinéma enfin libéré à partir du 19 mai, et notamment cette belle salle de l'Odyssée, qui est d'ailleurs maintenant dotée de purificateurs. Ils ont été installés aujourd'hui, ce vendredi matin, et ils vont être à plein pot à partir du mercredi 19 mai. Ils vont fonctionner. Avec un léger petit souffle que j'appelle le doux murmure rassurant de la sécurité sanitaire. Oh, voilà. C'est le souffle de la vie alors. Voilà, le souffle de la vie et de la sécurité sanitaire. Donc, le cinéma, ça a été aussi avec la musique, d'ailleurs ce sont les deux formes d'expression artistique qui ont le plus grand impact sur les gens. Avec le confinement, au fond, on s'est replié sur ce que moi, avec d'ailleurs Le Monde, qui est le premier à en avoir parlé, les pratiques culturelles de salon, mais la salle de cinéma est quand même indispensable comme lien social pour partager ensemble. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses alors? Moi, j'ai hâte le 19 de pouvoir m'asseoir dans un fauteuil de cinéma. Alors, je suis ravie d'être dans un fauteuil d'ailleurs, parce que c'est quand même un sentiment extrêmement important. On partage un souffle avec les gens, justement. C'est un souffle qu'on partage, c'est une vibration. J'ai évidemment, comme tout le monde, consommé beaucoup de Netflix, évidemment, puisqu'on était tous enfermés, donc on regardait des documentaires et des films. Mais l'ambiance d'une salle de cinéma, c'est irremplaçable. Il faut absolument... Regarde, les gens vont se précipiter, je pense que... J'espère, mais dans le respect des jauges, malheureusement. Bien sûr, on pourra pas... mais bon, ça va se libérer au fur et à mesure. Mais partager une émotion avec les gens, rire en même temps que d'autres... Pleurer avec d'autres, c'est magnifique. Pas, en plus. Oui, c'est un sentiment, c'est extrêmement important. Non, je pense que... Moi, le 19 au soir, je serai dans une salle de cinéma, c'est sûr. J'espère que tu seras à l'Odyssée.
Mais évidemment, avec le couvre-feu qui se terminera à partir de, enfin qui commencera à partir de 21h, donc la séance d'ouverture, ça sera le 19 mai, ça sera The Manhunt, ou Manhunt, la chasse à l'homme, un magnifique film de Fritz Lang qui date de 1941. C'est l'histoire d'un tireur envoyé dans les Alpes bavaroises pour tuer Adolf Hitler. Malheureusement, Malheureusement, il est le ça apparaît comme ça aurait été bien s'il avait réussi. Donc, c'est un bijou. Donc, je t'invite dans ton agenda, marque-le. Ouais. Et le 20 mai, nous aurons un autre film, alors plus italien, qui s'appelle de Valerio Zorlini, qui s'appelle La fille à la valise, avec la superbe, la sublime Claudia Cardinal et l'émouvant Jean-Louis Trintignant, que tu pourras aussi voir. Donc 19-20 mai, tu es réquisitionné pour venir à l'Odyssée, vous aussi venez, mais dans la limite, dans cette salle de 92 places. Voilà. Donc il faut venir tôt parce qu'il y aura du monde. Ce sera à 18h30 que ça commence et ça se terminera à 20h45, 20h50. Il y aura un petit débat. Ouais, juste avant la fin. Voilà. Ouais. Oui, le cinéma en salle, c'est important. Mais alors, je voulais te poser une question. Toi qui en as vu si tu me permets de le dire, des vertes et des pas mûres dans la vie réelle avec des fulgurances de beaucoup d'humanité bouleversante, mais aussi des profondeurs de noirceur abyssale, enfin sans fond en quelque sorte. À quoi ça sert la culture à part satisfaire un moyen de se libérer de son présent, si on veut. C'est ce qui permet de vivre. Ouais. Pour moi, c'est du quotidien. Mais est-ce que ça permet d'améliorer le fonctionnement de la vie en société, etc. Je ne sais pas si ça sert à ça. Ça sert à... Pour moi, c'est... je crois... J'ai pas souvenir d'avoir vécu sans culture de ma vie. Bon, j'ai eu la chance de grandir dans un théâtre, d'avoir cette chance-là, d'avoir entendu de la musique depuis que je suis née, d'avoir grandi avec des gens qui faisaient du théâtre, donc c'est quand même une chance étonnante, mais je pense que sans culture, on ne vit pas, réellement. J'ai ce sentiment que c'est le seul... La culture, c'est le seul moyen de toucher à l'ineffable, peut-être. Et pour moi, c'est extrêmement important. On ne vit... Enfin, si on n'a pas la culture, si on ne peut pas regarder des belles choses, entendre des belles choses, voir des images extraordinaires, être ému par une pellicule, la journée... La vie n'est plus la même. La vie n'est plus la même. Et c'est pas une question de savoir, c'est une question de ressentir. C'est une question d'émotion. J'étais très, très, très frappée. J'étais avec des tout petits enfants dans le camp de Bidi et je voulais les faire rire. J'avais ce besoin de les faire rire. J'avais aucune langue commune. Donc j'ai commencé à taper sur j'ai pris une casserole que j'ai retournée, j'ai commencé à faire un peu de djembé avec, et à faire un peu le clown. Et dès qu'il y a eu des sons, dès qu'il y a eu, alors je dis pas que c'était de l'art, hein, parce que vu comme je joue au djembé, c'était pas de l'art. Mais il y avait du rythme, il y avait quelque chose qui se passait, il y avait tout de suite un sourire qui est arrivé, et la vie était ailleurs. C'est-à-dire, il sortait de la réalité. Et je me suis dit, c'est ça, là. C'est nous faire sortir de notre réalité, mais parce qu'elle nous habite. Elle nous habite et elle nous permet d'être beaucoup plus grands. Et surtout de voir les choses avec une forme de poésie extrêmement importante. Et c'était drôle parce que les petits gamins, après, commençaient à danser, commençaient à reprendre un tout petit peu vie. Et je me suis dit, on va chanter. Alors, si on peut, on va chanter. Et ils étaient tellement bloqués que c'était compliqué, mais le fait d'entendre quelques sons, c'était pas des notes, c'était plutôt des sons, là, on touchait à quelque chose il y avait un peu de magie. Et si on n'a pas ça tous les jours, s'il n'y a pas cette capacité à voir du beau, sans le beau, on ne vit pas.
Baudelaire disait cette fenêtre d'azur ouverte sur la trame grise de nos jours. C'est exactement C'est ça. une très belle formule. C'est exactement ça. Oui. Et en même temps, en se partageant avec d'autres, c'est pour ça que le cinéma fait qu'on ne peut pas être raciste, voilà. parce qu'on s'identifie avec d'autres personnages, des situations qui ne sont pas nous. Ouais, Et bien on sûr. s'identifie à d'autres, on devient d'autres le temps d'une projection, et en même temps on apprend de la sorte à mieux se connaître soi-même, à ne pas être étranger à soi-même, au Ouais, fond. ouais, Non? tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoute, je dois dire que c'est une des conversations les plus intenses que j'ai pu avoir, que j'ai eu la chance d'avoir. Et je te remercie beaucoup. Et maintenant que je t'ai remercié, moi je ne parle pas bien français. Hein, maintenant que je t'ai remercié, je te laisse le soin de dire le mot de la fin. Mais grand merci, chère Sophie. Merci à d'être toi, merci venue. de m'avoir invité. Et j'espère qu'on va pouvoir travailler aussi ensemble sur le Festival des quartiers, mais ça on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Volontiers, volontiers, avec grand plaisir. Tu as le mot de la fin. Eh bien, il faut venir le 19, il faut venir au cinéma. Il ne faut surtout pas oublier que le cinéma, c'est un art vivant. Et donc, il faut le partager. C'est un art qui se partage. Je n'ai pas donné d'argent ni rien, je ne fais aucune promesse à Sophie. Hein. Si j'ai 2 places, Merci. le 19 et le 20. Oui, tout à fait, voilà. Je vous Je t'embrasse, merci beaucoup. À très bientôt, au revoir. Au revoir.